Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir une personne que j'ai côtoyée pendant une bonne semaine de formation avec HEC Stand-up. Bonjour Frédéric. Bonjour Stéphanie. C'est vrai que c'était Donc, une belle semaine de formation. c'était une belle semaine de formation et depuis, on se côtoie régulièrement et notamment, j'ai interviewé Frédéric en direct, mais malheureusement, j'ai perdu l'enregistrement. On a le droit de le dire, on peut se moquer de soi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Oh, voilà, c'était karma et on fait Zoom maintenant. En tout cas, les aléas merci du direct. Frédéric. C'est ça, exactement. Euh, pour rappel, l'intention de ces interviews, c'est d'inspirer les femmes qui sont en cours de réflexion sur peut-être quitter le salariat pour entreprendre un métier passion ou entreprendre un tout autre métier, comme Frédéric, qui va nous expliquer son parcours qui est quand même exceptionnel. Enfin, moi, j'adore. Et puis aussi, c'est pour rassurer les femmes qui sont elles aussi, comme Frédéric finalement et comme moi, sur le début du parcours de l'entrepreneuriat et qui ont des peurs, des doutes, le petit syndrome de l'imposteur, enfin toutes les choses fort sympathiques, mais il y a des techniques pour les dépasser ou alors il y a simplement à lâcher prise. Bref, Frédéric, tu vas nous partager tout ça. Je vais te présenter un petit peu rapidement. Donc, Frédéric Poguet, elle est wedding planner. Donc, moi, j'ai découvert ce métier lors de la semaine de formation, tout bêtement. Et j'ai trouvé que c'était génial parce qu'en fait, Frédéric, elle vient d'un monde totalement différent du mariage, totalement différent de la créativité que ça impulse. Elle vient du monde pharmaceutique, mais elle va nous en parler. Donc, j'ai trouvé très intéressant de t'interviewer parce que déjà, tu as une personnalité très engageante, très avenante, très créative, alors que quand on connaît ton métier d'avant, ça paraît un peu un choc culturel. Donc, c'est très chouette de montrer que c'est faisable de ne pas faire un 180 degrés, mais presque quand même, il faut le dire. Tu es d'accord? Ah oui, c'est même plus un 360, j'allais dire, mais Et ou non, parce alors que un saut dans le vide. c'est ça, un saut dans le vide. Parce que le 360, on m'a expliqué une fois que ça veut dire que tu revenais à la On même revient, place. oui, c'est Ça ne vrai. marche pas, ça ne Non, marche non, pas. alors c'est alors un saut dans le vide alors. C'est ça, un saut dans le vide. Donc, est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ça et puis nous présenter la période actuelle que tu vis dans ton métier, puisqu'il y a des personnes qui ont l'impression que quand ça n'est plus la saison des mariages, on ne fait rien. Donc, C'est dis-nous ça. ce que tu fais actuellement. Alors d'abord, donc je suis Frédéric, donc j'ai 47 ans. J'ai un diplôme d'ingénieur pour revenir un petit peu sur ce que tu as expliqué. Donc pendant 20 ans, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique où j'ai occupé des postes comme responsable du contrôle qualité, responsable de production. J'ai fait aussi pas mal de management de projet. J'ai fait aussi beaucoup de l'asepsie parce que c'était un domaine pharmaceutique avec des zones, ce qu'on appelle stériles, c'est-à-dire exemptes de micro-organismes et de particules. Donc, c'était très La première fois, codifié. tu n'en avais pas parlé de ça. Ah ouais, c'est ça. Et donc, c'est ça, à chaque fois, c'est différent. Donc, en fait, c'est très cadré, l'industrie pharmaceutique, ce qui est très bien parce que on sait que les personnes qui reçoivent les médicaments, tout est cadré, enregistré, codifié. Mais c'était trop cadré pour moi. J'en pouvais plus. Et à l'issue d'un plan social, donc il y a eu un plan social et j'ai décidé de me lancer en tant qu'entrepreneur. Donc, je suis entrepreneur depuis décembre 2020. Donc, ça va faire bientôt 2 ans. Ça va faire bientôt 2 ans. Ouais, ça va faire bientôt 2 ans. Ensuite, donc pourquoi Wedding Planner? Alors, en fait, c'est quelque chose que j'avais en tête sans trop oser l'avouer. Et en fait, c'est ressorti avec un bilan de compétences. Donc, ma compétence principale, c'est la gestion de projet. La deuxième, c'était vouloir aider les autres par des conseils, voire de la formation. Et en fait, la personne qui me fait passer le bilan de compétences, elle m'a dit, mais si vous aviez une baguette magique, vous feriez quoi? Et c'est là que j'ai sorti, mais si j'ai ça en tête depuis des années. Et elle m'a dit, mais pourquoi vous ne le faites pas? Justement, parce que c'est un saut dans le vide. Et tu C'est m'avais très même dit que surprenant. ta famille n'était pas au courant, c'est ça? Non, 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 personne ne le savait en fait. C'est pour dire, c'est quelque chose que j'avais en tête en rêve, mais vraiment personne ne le savait. Hein. Ça, Puis c'est même moi, je l'avais exceptionnel. presque oublié en fait. Moi, je l'avais même presque oublié. Et c'est le fait d'avancer dans le bilan de compétences et de voir ce qui ressortait que c'est ressorti en fait. C'est ressorti comme ça. Et est-ce que c'est ressorti aussi par l'expression baguette magique qui t'a ouvert les possibles? Oui, je pense que c'est ça aussi. Enfin, ça a été et puis aussi par la relation que j'avais avec la personne qui me faisait passer ça, c'était beaucoup une relation de confiance et vu comment elle menait ses entretiens et le bilan de compétences, je pense que ça a été un tout en fait. Mais c'est vrai que je pense que le mot baguette magique a beaucoup aidé. Et est-ce que tu t'es autorisé, parce que tu peux le verbaliser, mais de Oui. suite, les petites voix peuvent te dire non, non, mais c'est pas possible, etc. Ou est-ce que tu t'y as engouffré?
Ah non, alors je me souviens, ça a été vraiment spontané, hein. Enfin, dès qu'elle a sorti Baguette Magique, j'ai sorti ça, je dirais même sans réfléchir en fait, c'est sorti tout seul. Mais tu as fait les pas derrière de suite. Il n'y a pas de suite eu les petites voix qui t'ont fait dire ouais, d'accord, je viens de verbaliser ça, c'est chouette, la Ouais. baguette magique, mais en fait, non, tout me dit que ça ne marchera pas. Alors ça a été après quand on est rentré, on commençait à regarder en quoi ça consistait et tout. Mais oui, ça a été dans les jours qui ont suivi, mais immédiatement après, non. Ok. Oh, excellent, excellent. Donc là, ça va faire 2 ans que tu es Ouais, entrepreneuse. Est-ce que, indépendamment du plan social dont tu as bénéficié, tu imaginais quitter un jour le salariat? non, pas du tout. Ok, donc c'est pas, Non, il n'y avait pas eu un cheminement qui a fait non, dire, ok, là il a un plan, j'en profite et je fais un non. autre truc. Ouais, ouais, non, pas du tout. Euh, c'est génial de me dire parce que la majorité des gens qui quittent, c'est vraiment une réflexion aussi qui a pu Mm. durer depuis quelques semaines, quelques mois, voire quelques années et qui décident de quitter par un plan social ou autre dispositif. Mais toi, en fait, c'est ça qui t'a poussé à te poser la question, qu'est-ce que Oui, je veux faire maintenant? oui, c'est ça. En fait, Et ce qui c'est dans le timing, en fait, c'est que comme j'ai commencé à en avoir marre, j'ai fait le bilan de compétences. Et pile à la fin du bilan de compétences, il y a eu le plan social. En fait, tout s'est enchaîné. Donc, ça a coulé entre guillemets ah, tout seul. C'est alors, je n'avais pas compris ça. Je pensais que le bilan de compétences avait été offert à toutes les personnes qui non, non, avaient le plan social. Non, d'accord. Ah non, ouais, non, le timing est excellent. oui, c'est ça. Et donc après, qu'est-ce que tu dirais que tu as dû dépasser comme obstacle? À partir du moment où tu as, voilà, plan social, qu'est-ce que tu as dû dépasser pour intégrer pleinement la posture, le fonctionnement d'un entrepreneur finalement? Alors ça, par contre, ça a mis pas mal de temps parce que, enfin, quand on est salarié depuis 20 ans, c'est très compliqué de se dire que c'est nous c'est nous qui sommes, qui décidons enfin, je décide de ce que je fais en fait et c'est moi qui me rémunère. C'est pas quelqu'un, ça tombe pas entre guillemets tout seul. C'est ça. Donc, c'est ça, c'est pas évident. Et puis même réfléchir en patron quand tu as été salarié, même si j'ai été manager, donc j'ai quand même un petit peu réfléchi, mais il y avait toujours quelqu'un au-dessus de moi qui réfléchissait, pas à ma place, mais qui me donnait des directives. Ça c'est pas venu tout de suite. Ce qui m'a pas mal aidé, c'est que j'ai fait une formation à la CCI qui s'appelle Profession chef d'entreprise, où en fait c'était des séminaires de 2 jours tous les mois pendant 13 mois, et où on avait des modules avec des domaines que touche le chef d'entreprise et j'étais avec d'autres chefs d'entreprise. Et en fait, c'est le fait de discuter avec eux qui m'a permis de prendre ma position de chef d'entreprise, en fait. Et de me C'est dire, c'est moi. intéressant ce que tu dis. C'est la discussion avec les autres chefs Ouais. d'entreprise, c'est pas le contenu de la formation presque. Euh, Bah non, c'est surtout la discussion avec les autres et les échanges. C'est ça, parce que le contenu de la formation, ça a été du racontage, j'en avais déjà fait pendant mes études, du droit du travail, j'en avais déjà fait pendant mes études, j'avais utilisé en management. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait du juridique. Donc c'est vrai que le juridique, on y touche un peu en étant manager. Enfin, c'est tout des domaines que j'avais déjà abordés en tant que salarié. Donc, Et et qu'est-ce là, que de ça a apporté les échanges en fait? eh ben, je voyais mes collègues qui étaient chefs d'entreprise, comment ils Ouais. abordaient le sujet et par quel angle ils abordaient le sujet. Moi, je l'abordais sous mon angle de salarié et puis je me disais, ben non, moi finalement, t'es plus salarié, donc ça va être à toi de driver ça maintenant. T'es plus du même côté en fait. Donc, ça veut dire que par leurs propos, par leur posture, par vos échanges, tu as intégré petit à petit être chef d'entreprise, c'est ça, ça, ça et ça, et tu C'est as ça. développé en toi juste par cette imprégnation-là, ou tu as fait d'autres choses pour quitter ce costume de salarié? Alors après, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Après, c'est toutes des réflexions quand tu avances, quand faut que tu vendes, il faut que tu te vendes aussi, que tu vendes tes produits, tes services, parce que c'est un service. Quand tu vends tes services, tout ça, ça amène à réfléchir. C'est toute une réflexion personnelle aussi. Après, c'est tout un cheminement. Après, ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est sûr. Mais là, ça va faire 2 ans. Donc, ce cheminement, finalement, il a pris combien de temps pour t'autoriser, comme tu le dis, à prendre tes propres décisions, à décider de comment tu allais faire le prochain pas, avec qui travailler? Ça a pris Mm. combien de temps? Ouais, je dirais allez, 9 mois, un an, quelque chose comme ça. Ouais, à peu près. Alors ça, c'était en même temps que les 2 jours tous les mois ou c'était Oui. après? Non, non, En non, même c'était un. D'accord, OK. Est-ce que toi, en plus, alors peut-être que l'accompagnement de la CCI, enfin la formation de la CCI t'a l'a donné, mais est-ce que toi, tu as une vision, tu as développé une vision de ce que tu voulais créer?
Oui, mais c'est encore, enfin, j'avance et la vision, elle change petit à petit au fur et à mesure que j'avance et en fonction des opportunités que je rencontre aussi. C'est-à-dire que j'ai des idées, mais des fois, je me rends compte que c'est pas forcément faisable ou qu'il va falloir que je passe par une autre étape avant de faire cette idée-là ou je rencontre des gens qui me proposent quelque chose et enfin, c'est pas le chemin, il est pas tout droit, en fait. Donc oui, j'ai des idées, mais Mais voilà, en fait, la vision, moi, je compare toujours ça à, tu sais, le panorama des États-Unis où tu vois les montagnes rocheuses et la grande ouais, ligne, enfin la oui, route la qui route va vers 66. ça. C'est ça, la route 66 qui va vers les Rocheuses. C'est magnifique, mais en fait, effectivement, dans un premier temps, c'est plutôt flou. Et puis, plus on se rapproche, plus c'est en train de se détailler. Et en fait, toi, tu le détailles finalement au fur et à mesure des rencontres, des expériences, des là, c'est possible, là, c'est pas possible. Mais tu as bien quelque chose qui te drive quand même. C'est quoi la vision floue que tu as, toi? Euh, En fait, c'est l'envie d'avancer alors, s'il y a quelque chose quand même qui est très important, c'est l'envie de prouver que je suis capable de le faire aussi. Enfin, tu vois, d'être chef Ouais. d'entreprise, parce qu'à la base, c'est pas ce que je voulais forcément faire, mais moi, je me dis que c'est aussi. Alors après, il y a ma conscience professionnelle aussi, parce que je suis très consciencieuse et quand je dis quelque chose, je le fais et je m'attache à le faire je suis peut-être trop perfectionniste des fois, mais enfin, tu vois, il y a surtout cette envie d'avancer et de prouver que je suis capable de le faire et que je vais y arriver. Tu veux le Et prouver à moi, à qui par rapport à ça? à Ah, moi. c'est à toi. C'est toi par rapport à toi. Excellent, Ouais, excellent. C'est génial. Après, quand tu dis consciencieuse, moi, j'entends plutôt être intègre. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. oui, Il y a les 2 aspects, consciencieux, oui, intégrité. Ça te oui, parle? c'est vrai. Oui, Donc, oui, en c'est fait, vrai. c'est une valeur, l'intégrité, finalement. Mm. Et une valeur, quand on suit nos valeurs, en fait, c'est là où on s'épanouit, c'est là où on s'ouvre et c'est là où le potentiel se développe. Donc, Mm. ta vision, elle est super correcte, quoi. Je veux me prouver à moi. Et si au bout du bout, alors là, plutôt par rapport au service que tu offres, c'est quoi c'est quoi qui te mène dans cette envie d'être wedding planner? C'est quoi la réalisation ultime du wedding planner? Ah bah, c'est de voir que le jour J, les mariés sont heureux et complètement détendus et qu'ils profitent de leur mariage et qu'ils ont des paillettes dans les yeux, qu'ils ont le sourire jusqu'aux oreilles et que tout se passe bien, enfin, qu'il n'y a aucun problème et que ça fait ça, ils arrivent au jour qu'ils ont imaginé. Et Donc, elle est tout le temps là, cette vision-là. Le mariage oui, doit faire en sorte que les mariés s'occupent de rien et soient le plus ouais, serein possible. mm. C'est ça. D'accord. Tu me dis que ça s'affine au fur et à mesure. C'est quoi qui s'affine? C'est les modalités pour atteindre ça, mariage après mariage? Ouais, c'est les modalités pour les atteindre, comment je construis mon réseau aussi, mon réseau professionnel, vers qui je me tourne, comment je fais ma com, enfin, c'est tout ça qui s'affine au fur et à mesure. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et puis c'est pareil, il faut choisir quand on décide, de faire la prestation de service comme ça ou même dans un autre métier, il faut connaître son client cible et en fait, mon client cible, il est déjà bien ciblé mais ça s'affine au fur et à mesure que j'avance et ça confirme. Certains points sont confirmés et d'autres, je les élimine et je me dis: «C'est pas ça, en fait». C'est-à-dire qu'à chaque mariage, tu essayes de faire consciemment le travail de j'ai aimé travailler avec ces mariés-là ou j'ai pas aimé? Par exemple, ou avec certains prestataires ou certains types de prestataires, c'est ça ou des manières de fonctionner de certains prestataires. Donc, ça veut dire que tu es en train de faire, comme un manager, la constitution de ton équipe idéale, même s'ils ne sont pas salariés de toi, Oui, non. tous ces gens-là. C'est ton équipe idéale de tous mes prochains mariages. Je sais exactement les critères que les personnes prestataires, autres partenaires doivent cocher, enfin, je dois Ouais. cocher avec eux pour que ça marche bien, c'est ça? C'est ça. Quand on parle du réseau, c'est quelque chose qui fait éminemment peur quand on passe de salarié à entrepreneuriat. Est-ce que toi, tu as tout de suite été à l'aise dans le réseautage, on va appeler ça comme ça? Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est pas du tout. C'est pareil, ça c'est un truc que j'avais pas du tout l'habitude, en étant salariée, même si j'avais mon petit réseau. Puis c'est vrai que quand on est salarié, on a quand même son réseau, même si on le sait pas, c'est quand même un réseau. Mais j'avais des fournisseurs, donc j'avais pas de clients par contre, mais j'avais des fournisseurs, donc ça a constitué petit à petit le réseau. Mais c'était pas la même chose. Là, c'est des gens qui vont potentiellement t'apporter des affaires ou te faire travailler et moi, je ne suis pas du tout à l'aise. C'est très compliqué d'arriver dans une assemblée où on ne connaît personne. Il faut s'intégrer, il faut parler, il faut se vendre. Et j'ai encore du mal.
Donc là, tu pars du réseautage quand c'est des réunions. Mais Oui. finalement, à chaque fois que tu rencontres un prestataire, là tout à l'heure, tu me disais que juste avant moi, tu avais une prestataire au téléphone pendant 1 heure et demie. C'est du réseautage ou pas pour toi? Un one-to-one Heu, aussi? oui, ça en fait partie, mais ça, c'est des personnes que déjà je connaissais avant. Donc c'est vrai qu'on entretient le réseau comme ça aussi, c'est vrai que c'est important. Donc toi, là où tu es le moins à l'aise pour le moment, c'est quand il y a plusieurs personnes. Oui. Mais et depuis que tu as commencé, est-ce que tu dirais quand même que ça va de mieux en mieux? Oui, oui. OK. Oui, 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 parce qu'en fait, bah, c'est toujours pareil. J'ai accepté d'être chef que je suis chef d'entreprise. J'ai accepté que mon métier était un métier parce que au début, c'est compliqué parce que tout le monde me dit que c'est pas un métier. Enfin, il y a plein d'acceptations comme ça qui font que comme je m'accepte, c'est plus facile de discuter et d'aller vers les autres et d'expliquer ce qu'on recherche, des partenariats ou des choses comme ça. Et est-ce qu'au fur et à mesure que toi-même tu te prouves, parce que là tu m'as lors de la première interview, on va dire, tu m'as raconté les mariages de cette saison-là, où tu as pris un pied, où tu as eu des retours comme quoi, tu faisais ça peut-être depuis des années dans le regard des autres, vu la haute expertise et la perfection de ce que tu as réussi à mener. Est-ce que là, ça te permet aussi d'asseoir plus ta ta légitimité finalement dans une prochaine réunion de réseautage, que ça soit, en rencontre, à petit groupe ou à grand groupe? Ah oui, tout à fait, complètement, parce que, bah, justement, le syndrome de l'imposteur dont on parlait, il disparaît, petit à petit. Maintenant que j'ai de l'expérience, je peux parler, donner des exemples, je sais comment réagir. Alors évidemment, il va falloir des années pour avoir une très, très grande expérience, mais je ça va beaucoup mieux, en fait. Déjà avec mes expériences de cet été, je me sens beaucoup mieux et Vas-y. non, vas-y. Non, non. Non, tu disais le syndrome de l'imposteur, il disparaît. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il disparaît? Qu'est-ce qui se passe moins? Qu'est-ce qui se passe différemment d'avant? Bah, c'est la petite voix dans ma tête qui, quand tu vas voir un prestataire, pour te présenter et pour expliquer ce que tu fais, qui te dit: «Oh mais de toute façon, tu en as jamais fait, donc comment tu peux expliquer que c'est toi qui vas organiser un mariage dans ce lieu-là?» par exemple, si c'est un lieu. Face tu face à quelqu'un, ça fait des années qu'il fait ça, il va voir tout de suite que tu es novice et que ça va pas aller. Et ça maintenant, bah, je l'ai beaucoup moins. La petite voix, elle, disparaît petit à petit parce que j'ai de l'expérience justement et j'ai différentes expériences. Et ces expériences-là, toi, tu essayes ou tu as essayé de revoir tout ce que tu as mis en œuvre dans chacun des mariages pour pouvoir avoir ta caisse d'anecdotes ou ta caisse de réponses aux futurs, mariés déjà et puis prestataires? Oui. Oui, 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 ça commence, justement, c'est fait pour ça. C'est les anecdotes, c'est quand tu montres que tu as de l'expérience, c'est quand même alors ça, c'est pareil, je pense que c'est l'image qu'on se fait, mais de montrer que tu as un peu d'expérience, ça passe tout de suite mieux. Parce que, c'est vrai que des fois, j'ai eu des prospects au téléphone qui m'ont dit: «Mais vous avez quoi comme expérience? Vous avez fait combien de mariages?» Donc à chaque fois, moi, je leur répondais, je leur ai dit: «Bah, écoutez, j'en ai encore jamais fait», donc là, il y a des portes qui se fermaient. Mais je préférais être franche plutôt que broder et expliquer quelque chose qui n'existait pas. Donc Donc déjà, maintenant bravo pour l'honnêteté parce qu'il y a des gens qui mentent sur leur expérience, qui ouais, veulent des choses, mais ça t'a pas empêché d'avoir des contrats et ça, c'est super non. intéressant. Qu'est-ce Mmh. qui t'a permis finalement d'avoir les contrats, les 1ers contrats quand tu as dit que tu avais pas d'expérience? Qu'est-ce qui leur a fait dire oui à ton avis? Je pense que c'est la relation de confiance ou c'est le feeling. Alors ça marche beaucoup au feeling, on est tout dans l'émotion, hein, donc faut que le courant passe, je pense que c'est ça quand tu te sens bien avec une personne, enfin moi je marche beaucoup à l'intuition, donc je sens tout de suite si ça passe avec une personne ou pas. Tout le monde n'est pas comme ça, mais je pense que quand tu es dans un événement comme ça qui est basé sur, l'émotion, le feeling est très important et je pense que c'est ça qui a fait que ça a passé. Donc ils ont dépassé l'obstacle qu'on aurait pu dire, on va confier notre mariage à quelqu'un qui visiblement n'en a pas fait ou pas fait beaucoup, Mmh. parce qu'on la sent bien, on la sent carrée, parce que tu es quelqu'un de carré dans tes propos et dans ta manière d'emmener les gens avec toi et c'est ça qui filtre et qui leur fait dire, «Elle, je peux lui faire confiance». Ou est-ce que tu attends, une question, est-ce que tu as fait mention de ton métier d'avant? Oui, alors ça, je le mentionne. Je le dis que j'ai fait, de la gestion de projet pendant 20 ans et que gérer un projet, ça me fait pas peur, que gérer des prestataires, une équipe, ça me fait pas peur non plus. Je l'ai fait, donc c'est sûr que c'était pas dans le domaine événementiel, c'était dans le domaine pharmaceutique. Mais Oui, mais oui, oui, ça, je le justement, dis. Ouais, oui. les normes d'hygiène, Alors de qualité et tout ah ça, ça doit juste te dire par rapport à un mariage, ouais, quoi.
Non? Alors, oui et non. Enfin, oui, moi, je me dis, il faut faire attention parce que c'est quand même super cadré, l'industrie pharmaceutique, et on pourrait penser que je suis trop cadrée, justement, et que le jour du mariage, faut pas être. Alors, faut être Ah! bien cadré quand même, mais il faut. Enfin, faut pas être trop directif non plus. Enfin, il faut trouver le. Je sais pas comment dire. Faut trouver le juste milieu. Je veux dire, c'est pas un projet dans l'industrie, c'est un mariage. Ah, donc tu te dis que peut-être certains, ça pourrait leur faire peur en disant si elles nous appliquent la Ouais, procédure ouais, de c'est trop cadré. qualification de haute qualité, ça va C'est pas aller, quoi. c'est D'accord. ça. Ok. En tout cas, ceux qui t'ont dit oui ont plutôt été embarqués par ta personnalité et par ton côté rassurant, parce que tu as un côté très rassurant que moi que j'ai côtoyé pendant cette semaine-là essentiellement. Mais voilà, on sent que si on te confie un truc, il y a très peu de chances que ça merde, quoi. Mm. Et c'est ça qui J'espère. fait. Bah, en tout cas, c'est ce que tu as prouvé, ce que tu m'as raconté des mariages que tu as fait. Est-ce que tu dirais que je me rappelle que je t'avais posé la question, quelle qualité tu as pu utiliser de ton ancien métier, de ton métier Ouais. d'ingénieur? Tu te rappelles ce que tu m'avais répondu? Ah ouais, il y a la rigueur déjà. Ouais. Il y a tout ce qui est gestion du stress pour les jours J. Et faut faire face à pas mal de choses, mais il y a ça. La rigueur, c'est quand même l'organisation, l'autonomie. Oui, c'est ça. C'est La une gestion grosse. de projet, tu m'avais dit? Ouais, La gestion de gestion de projet, ça, projet. Ouais, ouais. ça c'est gestion de projet, gestion d'équipe, parce que j'ai fait du management direct et j'ai fait du management, ce qu'on appelle transversal, c'est-à-dire avec des gens qui ne me reportaient pas directement. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec les prestataires. Ouais. La gestion d'équipe, c'est ce que je fais parce que le jour J, je ne suis pas toute seule. On est plusieurs pour gérer le mariage. Donc c'est pareil, j'ai une équipe. Voilà. Et quelle qualité tu as dû développer que tu penses que peut-être tu n'avais pas en tant que salarié ou que tu avais peut-être pas besoin de l'utiliser, mais est-ce qu'il y a des Oui. nouvelles choses qui sont apparues? Alors, il faut que j'apprends encore à me vendre. Ah, Tout ce qui est l'aspect commercial, tout ça, c'est encore quelque chose que j'apprends, oui, parce que c'est pas quelque chose que je connaissais du tout. Ça, c'est quelque chose que j'apprends pas du tout quand on est en école d'ingénieur. Le commerce, c'est pas du tout ce qu'on apprend. et là, tu le développes comment ça? Alors, j'ai fait une formation déjà à la base, technique de vente, et après, c'est au fur et à mesure des rencontres, des rendez-vous avec les prestataires, des rendez-vous avec des prospects, des rendez-vous avec des clients. Tout ça, on l'apprend au fur et à mesure. Donc, et puis, j'essaye de me tenir un peu au courant des techniques qui existent. Donc, je lis des livres ou je lis des articles sur Internet. Voilà, il y a tout ce qui est aussi marketing digital avec les réseaux sociaux. Ça aussi, il ne faut pas le négliger. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Après, les réseaux sociaux, c'est plus montrer ce que tu sais faire ou tu fais autre chose. Moi, j'ai vu tes 3 épisodes. Alors, la dernière fois, je t'avais dit 2, mais il y en a 3, en fait, tu m'avais dit. Les 3 épisodes où tu faisais le compte-rendu, on va dire, de la saison des mariages. Enfin, saison, il faut qu'on arrête la saison, tu m'avais dit. Mais en tout cas, la saison Si, estivale saison. des mariages. Ouais. Et en fait, c'était plus apporter du rêve. Mais en fait, tu parles pas du métier en tant que lui. Il y a pas, c'est pas la technique que tu mets en avant sur les réseaux Non. sociaux. C'est l'aspect émotionnel. Oui, complètement. Avec des belles images, de toute façon, c'est ce que les gens viennent chercher, en fait. Et ça, par contre, je trouve que c'est en total, pour moi, hein, de ma définition de l'ingénieur, c'est en contradiction avec ce qu'on peut imaginer d'un ingénieur. Donc, cette partie émotionnelle, c'est que tu l'avais en toi et là, enfin, ça y est, tu peux le faire exprimer ou tu te forces, entre guillemets, ou tu développes ta capacité à montrer de l'émotionnel. Alors, je développe ma capacité à démontrer d'émotionnel parce que ça, je l'avais, mais ce n'était pas possible de la montrer. C'est pareil, quand tu es manager, tu n'as pas intérêt à Non. communiquer ton stress. C'est C'est ça. ça, c'est communiquer ton stress ou sauter de joie comme une gamine quand tu es super contente. C'est ça. Donc, ça, c'est quelque chose que j'enfouissais au fond de moi-même et que ça se libérait à la maison quand j'arrivais, donc des fois du mauvais côté comme du bon côté, mais non, j'ai enfin laissé mes émotions s'exprimer, même quand tu es face à un client, il faut quand même être professionnel. C'est quand même plus cool que quand tu es face à à tes collaborateurs, quand tu es manager. Donc, en fait, j'entends pas que tu te forces, en fait. Non, je me force pas. Voilà, tu t'autorises à le À être montrer parce moi-même. que ton métier l'autorise, en fait. Oui, Et c'est au ça, contraire, il en exactement. veut. Il en Oui. veut.
Donc, tu as dit que tu avais dû développer le marketing, le fait, bon, marketing digital, mais le contenu, au contraire, ça, c'est une libération de pouvoir montrer les émotions. Qu'est-ce que tu as dû développer d'autre, s'il y a autre chose? Heu, Comme ça, je vois pas. Après, il faut apprendre à écrire, c'est toujours dans le marketing, mais apprendre à écrire autre chose que des rapports scientifiques. Oui, c'est pas la même Qui sont écriture. Non, c'est ça, qui sont hyper cadrés. Donc là, c'est pareil, on est dans le montrer ses émotions ou pas. Quand tu écris un rapport scientifique ou un compte rendu de réunion, c'est pas pareil que quand tu écris, un post Instagram ou un article de blog. On est d'accord. Par contre, j'imagine que tu fais des contrats avec tes futurs Oui. mariés, donc ça doit plutôt être aidant, par contre, Ah l'écriture bah oui, ça par rigoureuse contre, et oui. Oui. scientifique. Mmh, mmh, mmh. D'accord, donc il y a les 2 pans. Oui, il y a les Heu, 2 parties, ouais. Tu as parlé des hauts et bas émotionnels qui sont salariés ou entrepreneurs, il y a des 2. Est-ce qu'au niveau entrepreneur, tu trouves que c'est plus difficile à gérer les émotions? Heu non, je dirais que c'est pas plus difficile à gérer, par contre, c'est plus intense. C'est-à-dire que les D'accord. montagnes sont plus hautes ou les creux sont plus bas, enfin, sont plus profonds. C'est-à-dire que les joies sont immenses Ouais, et quand ça va pas, c'est vraiment très bas? ouais, c'est ça. Les joies sont immenses quand tu signes un contrat parce que tu t'es battu, c'est quand même génial. Et puis par contre, quand tu as un passage à vide, Déception? Ouais. des déceptions, ben, ça tu descends aussi plus bas parce que tu te dis: «Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça marche pas?» Enfin, bon, c'est toi, hein, donc c'est toi et tu et ton entreprise, donc forcément, c'est plus intense. C'est toi, mais il y a toi, tu es face à de l'humain, donc Oui, c'est aussi l'autre qui a créé le oui, non oui, ou la oui, le déception. mmh D'accord. mh. Qu'est-ce que tu mets en application, pour sortir des bas? Parce que sortir du haut, je crois que c'est pas trop trop grave, mais sortir des Non? bas? Alors sortir des bas, j'ai pas encore trouvé la technique idéale, donc ça dépend, alors moi je fais beaucoup de sport heu, je me dépense, mais bon, enfin je fais par exemple de la danse, donc quand tu es à la danse, quand tu es sur ta choré pour pas oublier la choré, forcément, tu faut pas que tu penses à autre chose parce que sinon c'est mort, donc là ça me vide la tête quelque part. Par contre je cours ou je fais du vélo et là quand tu es en train de courir et bah là le cerveau il donc ça me vide Mais est-ce vraiment que la tête. même s'il fait ça, comme ton corps est en mouvement, est-ce que ça crée pas quand même une sorte de libération du Si. négatif? C'est ça, je OK. pense que ça fait sortir, en fait, le cerveau, il fonctionne, mais j'essaye de pas l'écouter comme, la technique. Alors, je fais aussi un peu de méditation, comme les techniques de méditation où tu laisses une pensée, arriver, puis tu la laisses repartir, en fait. C'est Donc ça, exact. c'est un peu ça. Et quand tu dis que tu n'as pas trouvé la technique idéale, ça serait à quoi ça aboutirait si tu trouvais une technique idéale? Il y aurait plus Heu, d'émotion? non, non, non. Par contre, OK, j'arriverais mieux à les gérer, c'est-à-dire que soit ça serait moins intense, soit ça durerait peut-être moins longtemps où j'arriverais à faire facilement face. et par rapport au tout début, enfin à presque 2 ans, est-ce Ouais, que quand même la gestion émotionnelle, des bas émotionnels va mieux? ouais, Ou c'est les pareil. bas sont toujours aussi bas? Non, c'est Non, pareil? c'est pareil. D'accord, OK. Et sur ça, indépendamment du sport, tu essayes enfin je sais pas, tu as trouvé d'autres formations ou pour essayer de t'accompagner à ce genre de gestion-là? Non, pas forcément pour le moment. Je dis, j'essaye de faire de la méditation, régulièrement, mais c'est vrai que quand on est vraiment, dans le rush, je prends pas encore le temps de m'arrêter pour méditer, alors que c'est un tort parce que c'est justement ce qui va aider, en fait. C'est ça, c'est là où tu peux apaiser le brouillard qui est Mmh, en train de s'installer. c'est C'est ça. génial. Bon, ben, tu es encore en cours de progression, c'est tout bon, quoi. Ça va, Ouais. ça va, ça va. Est-ce que tu peux dire, en plus, je crois que je t'ai coupé quand tu commençais ta présentation. Là, on parle de l'arrière-saison. Qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement? Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire actuellement? C'est une bonne question. Et bien déjà, j'ai des demandes, pour, 2023 et 2024, donc je fais des devis, je rencontre, les prospects, et je prépare, les mariages que j'ai signés déjà pour l'année prochaine, donc c'est contact de prestataires, réservation, enfin préparation des mariages de l'année prochaine. Donc il y a ça déjà ça occupe. Ensuite, je suis en train aussi de préparer ce qu'on appelle, un shooting, des shootings d'inspiration. C'est-à-dire que tu mets en scène, des faux mariages pour avoir des images et pour ensuite, enfin communiquer, sur internet. Et donc ça, en fait, on en marche en partenariat avec tous les prestataires. C'est-à-dire que chacun arrive,
avec sa prestation et après chacun repart avec les images et peut utiliser les images pour faire sa promotion sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est de toute façon en plus de toutes les images que j'imagine tu as pris, tu as fait Oui, prendre ou tes prestataires ont pris oui, lors des mariages oui, réels qui se sont c'est passés. ça. Et Alors, c'est le truc, c'est qu'un mariage réel, c'est ce que veulent tes clients. Donc, la déco, c'est ce qu'ils ont choisi. Un shooting d'inspiration, c'est ce que toi, tu as envie de faire. Donc, tu peux te lâcher un peu plus. Donc, c'est ce que tu as dans la tête et tu peux inventer quelque chose. Tu essayes d'imaginer les tendances de l'année prochaine ou bah, tu peux montrer et tu peux te lâcher sur certains points parce que ce n'est pas une demande client. C'est vraiment toi ce que tu imagines. et l'objectif derrière, c'est d'attirer les personnes qui diront: «Waouh, ça m'inspire vachement pour C'est mon ça. propre mariage». C'est ça. D'accord, et ça veut dire que là, c'est toute ta créativité à toi qui se met en route, ou tu vas enfin, ça demande un travail de recherche? Ça demande quoi pour pouvoir arriver à faire un shooting d'inspiration pour Ah toi? bah, c'est surtout alors oui, il y a un travail de créativité, mais c'est de l'organisation. Ça demande de l'organisation, alors pas comme un vrai mariage, mais ça demande de l'organisation. C'est comme, oui, c'est un mariage. C'est Mais surtout de tu l'organisation et de la coordination avec, les prestataires. et les prestataires, c'est ceux avec lesquels tu as déjà travaillé, ou là, c'est peut-être des prestataires avec qui tu aimerais travailler en 2023 et 2024? Bah, les 2 en fait. Comme Les 2. ça permet de découvrir, des nouveaux prestataires et de voir si ça colle ou pas, parce que j'allais dire entre guillemets, si ça marche pas sur un shooting d'inspiration, ça a moins de conséquences que si ça marche pas sur un mariage, un jour J, en live. Donc ça permet de découvrir des nouveaux prestataires ou consolider des liens avec, d'autres. Enfin, c'est tout, ça fait partie du réseau en fait. Ça fait partie c'est un moyen de réseauter aussi. Par rapport à ce réseau, il y a aussi un autre réseau, puisque toi, tu as fait le choix de faire du wedding planner de haut de gamme, de mariage de haut de gamme, Oui, avec une franchise. oui. Là aussi, est-ce que c'était une question de peur de te lancer totalement toute seule? Est-ce que c'était rassurant d'avoir une franchise à tes côtés? Oui, alors oui, complètement. C'était, disons que c'était le matelas, pour soutenir le saut dans le vide, en fait, pour amortir, c'est, oui, parce que je connaissais pas du tout les codes, du mariage, donc j'ai été formée, et puis j'ai une formation continue, c'est-à-dire que dès que j'ai des questions, j'ai des réponses, puis ils m'aident, dans mes tarifications, ils m'aident dans mon positionnement. Alors il y a la franchise a déjà un positionnement, donc je suis dedans, et voilà, donc ça m'aide. Alors, je dirais pas au quotidien parce que c'est mon entreprise, en fait. C'est mon entreprise, mais D'accord. j'ai le droit d'utiliser l'image de la franchise, mais c'est quand même super, enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé en fait et ça m'aide toujours, hein. Enfin, je veux dire, j'apprends constamment. Si tu n'avais pas trouvé cette Oui, franchise, tu serais quand même allée dans l'entrepreneuriat? je suis pas certaine ou pas de certaine manière là. C'est pas sûr en fait. Je pense que ça m'a aidé aussi à sauter le pas. Ça veut dire que c'est un pas intermédiaire, où tu te vois de toute façon rester entrepreneuse avec et grâce à cette franchise? Pour moi, c'est un pas intermédiaire, c'est un tremplin. Alors après, peut-être que je vais y rester, mais moi, je le vois plutôt comme un tremplin pour acquérir les codes, et voir tout ce qui est faisable D'accord. OK, donc ça veut et dire que évoluer. toi, ta modalité, de passer, une des principales peurs quand on quitte le salariat, c'est: «Oh, je me retrouve toute seule». Le système de la franchise t'a permis de trouver déjà une sorte de réseau, enfin pas une sorte, Oui. un réseau déjà Mmh. constitué, des compétences professionnelles, un accompagnement au long cours, puisque tu dis que Ouais. la formation est continue finalement. Mmh. Donc tout ça, c'est rassurant. Oui. Et est-ce que tu te vois, toi, développer, ton propre concept? Est-ce que tu as le droit déjà? Alors, c'est un contrat, moi, j'ai un contrat de 3 ans avec la franchise Trois ans. qui est renouvelable, hein. Donc, pour le moment, je ne me vois pas développer mon concept parce que j'estime que j'ai pas encore assez d'expérience, et que mon réseau est pas encore assez solide. Mais, bah, pour le moment, je me laisse, j'avance et puis je verrai bien si je continue ou pas ou si j'arrête, mais bon, pour le moment, je me sens pas capable d'y aller toute seule, mais Non, et peut-être puis que ça a l'air l'avenir de me dira. t'apporter beaucoup de bénéfices, quoi, pour Oui, l'instant. oui, c'est Donc, ça. voilà, Mmh. c'est gagnant-gagnant. À ce Ouais. niveau-là, c'est encore gagnant-gagnant. Mmh. Par rapport aux personnes qui nous écoutent et qui peut-être, comme moi, ne savaient pas ou ne savent pas ce qu'est un wedding planner, est-ce que tu peux nous donner un cas concret? Quand est-ce que tu as quand est-ce que ça commence ta mission et quand est-ce que ça finit? Alors la plupart du temps, je suis contactée pour, faire ce qu'on appelle une organisation totale, c'est-à-dire, de toute la préparation du mariage jusqu'au jour J.
C'est-à-dire que dès qu'il y a eu la demande en mariage, les gens commencent à regarder pour organiser leur mariage et c'est là qu'ils commencent à me contacter. Donc, moi, je recherche les prestataires, je les aide à gérer le budget, je les guide dans les choix des prestataires. Tout ce qui est au niveau déco aussi, je les guide parce que alors, je ne suis pas, il existe un autre métier qui s'appelle wedding designer. Donc, moi, je ne suis pas wedding designer, mais je leur donne des pistes de déco pour voir si c'est cohérent parce que des fois, les gens, ils ont des idées. Il y a un réseau social qui s'appelle Pinterest qui a énormément d'images et donc les gens, ils ont une idée, mais des fois, c'est pas très cohérent en fait. Donc, je les aide dans la cohérence et après, je passe le relais à la wedding designer qui, elle, va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc, en fait, je les accompagne dans toute la préparation et donc, on fait des rendez-vous réguliers pour avancer, pour choisir les prestataires. Je les accompagne aux rendez-vous prestataires et après, je me débrouille toute seule, c'est-à-dire tout ce qui est rendez-vous, enfin ce qu'on appelle la visite logistique, c'est-à-dire sur le lieu avec les principaux prestataires. Ça, je le fais toute seule pour être sûre que le jour J, tout le monde sache qu'est-ce qu'il a à faire et où il se positionne. Et ensuite, je suis là le jour J, ou plus que le jour J, parce qu'il peut y avoir un dîner de veille, il peut y avoir un brunch. Donc, je suis là tout le temps. Et je suis là pour coordonner tous les prestataires, pour aussi faire en sorte que le planning de la journée soit celui qu'on a établi et que ça ne glisse pas trop, que le planning soit respecté, qu'on ne perde pas trop de temps. Et voilà, c'est déjà bien. Et alors, en moyenne, ça dure combien de temps? La préparation d'un mariage, alors, ce qui est bien, c'est de s'y mettre à peu près 1 an à l'avance. En gros, moi, il me faut 150 heures, 200 heures, ça dépend ce qu'on me demande, hein, mais entre 100 et 200 heures, on va dire, 150 heures en moyenne pour préparer un mariage complètement. Pour une organisation totale, Là, à tu peu près inclus les 150. rendez-vous avec les mariés? Oui, oui, oui. Et la présence le jour J. Ok. Et les rendez-vous combien il y a de rendez-vous nécessaires avec les mariés au départ, Alors, c'est en pas au départ, moyenne? c'est tout au long du processus. Ah, tout au long, d'accord. Ah oui, tout au long, parce qu'il y a déjà au début, on se met d'accord, enfin, on fait un petit cahier des charges qui va m'aider. Ensuite, quand il faut choisir les prestataires, on a des rendez-vous prestataires, on a des rendez-vous dégustation au traiteur, il faut visiter les lieux. Enfin, ça, c'est avant, on visite les lieux. Puis après, quand on approche du mariage, il y a le choix de la déco. Et quand on approche du mariage, je leur fais tout le planning de la journée en leur disant, voilà, ça va se passer comme ça. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions ou est-ce que on ajoute quelque chose et voilà, donc les rendez-vous, je dirais, il y en a entre 10 et 15. D'accord, Ça donc c'est quand même… dépend, c'est quand même intense et puis ça dépend Ouais. aussi, il y en a qui préfèrent, enfin je veux dire, il y en a quand je fais une synthèse par mail, ça leur suffit, il y en a d'autres et ils ont besoin d'un contact visio ou téléphonique pour que je leur explique. Il y en a qui ont plus besoin d'être rassurés que d'autres. Enfin voilà, après ça dépend du caractère, je m'adapte complètement au caractère des mariés. Je trouve ça très sécurisant quand on t'entend parler parce qu'on pourrait avoir l'impression que pour planifier au mieux, on va vouloir avoir les mariés, la validation point par point. Et en fait, tu t'adaptes à justement, il y en a qui sont beaucoup plus cool que d'autres et qui du coup doivent te dire, attendez, on vous fait confiance. D'ailleurs, Oui, c'est nous, on ne veut ça. pas s'en occuper et allez-y. Ou alors, non, non, moi, je vais vérifier point par point. En fait, tu Mm. t'adaptes à toutes les Ouais. modalités et les demandes des mariés. Oui, Euh, complètement. Toi, tu as la spécificité d'être dans le haut de gamme sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est bien ça? C'est Oui. même plus grand. Non, Là, non, tu avais Auvergne. fait ouais, là, tu en as fait, c'était la Savoie, c'est ça? J'en ai fait un en Savoie et 2 en Haute-Savoie. Comment ça se passe? Est-ce que c'est à toi de trouver les lieux? Est-ce que ça aussi, tu te débarrasses, entre guillemets, des mariés de trouver un lieu? Ou est-ce que le lieu, c'est à eux de trouver parce que, bah, ils sont peut-être les locaux de l'étape, justement, par définition? Comment ça se passe pour les lieux? Qui peuvent Alors être non, c'est moi qui problématiques, hein. cherche. Non, c'est moi qui cherche. En fonction D'accord. du cahier des charges, justement, qu'ils me donnent, c'est moi qui cherche. Alors des fois, ils arrivent en me disant, bah, c'est bon, on a trouvé un lieu. Donc après, c'est moi, je prends le relais avec le lieu. OK. Ça m'est arrivé une fois, les mariés me disent, bah, on veut se marier là. Donc après, bah, c'est moi qui gère. J'appelle en demandant la date de disponibilité ou comment ça fonctionne. Et après, je prends le relais. Mais la plupart du temps, c'est moi qui cherche un lieu avec le cahier des charges. Je sais pas, moi, on veut un domaine pour 80 personnes. Proche du lac du Bourget, avec une vue. C'est ça, à chaque fois, à 30 minutes de l'aéroport de Lyon. Enfin, tu vois, à chaque fois, j'ai des critères et je m'adapte aux critères et je cherche. D'accord. Est-ce que ça veut dire, là, quand tu parles de l'aéroport, m'a fait penser à l'hébergement des invités. Est-ce que le cahier des charges peut aller jusqu'à, il faut que l'hébergement pour nos 50 ou 100 invités, ça soit aussi proche de la salle, quoi?
Oui. du domaine. Et ça peut être, oui, ça peut être ça. Et puis ça peut être aussi après, je gère les navettes entre les hôtels Ah oui, ou les hébergements des invités et le lieu. d'accord. Donc la voilure, en fait, elle est vraiment déterminée entre toi et les desiderata et budget, Oui, évidemment, des mariés, mm, des futurs c'est mariés. ça, exactement. Je m'adapte complètement à leurs demandes et à ce qu'ils veulent. Alors après, évidemment, le driver, c'est le budget. Mais après, j'ai rien de prédéfini au départ. Je fais pas des copier-coller entre chaque mariage. Je m'adapte complètement. Alors c'est sûr que j'ai un listing de prestataires et quand on me dit je veux ça et ça et ça, tout de suite, ça me fait penser à certains prestataires. Mais s'ils sont pas dispo, ben, je vais en chercher d'autres. Et si ça D'accord. correspond pas à ce que veulent les mariés, ben, je vais en chercher d'autres. Je cherche pour Donc, tu es en coller au maximum. adaptabilité permanente, en fait. Oui, c'est ça. D'accord. Euh, Qu'est-ce qu'on te souhaite pour d'ici 2 ans? Ah. Alors, faire des super mariages avec des beaux mariages, avec des beaux budgets et des trucs complètement fous, avec des demandes un peu folles. Et tu m'as dit interculturel, non? C'est pas ça qui Oui, avait pas aussi, oui, 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 c'est ça pour cette année? découvrir des nouvelles cultures. Cette année, oui, j'ai fait un mariage indien. Donc là, c'est pas moi qui ai organisé, j'ai aidé. C'est vrai qu'un mariage indien sur 4 jours avec 2 cérémonies par jour, 2 changements de tenue par jour, c'est incroyable. Enfin, moi, je trouve ça sympa aussi de découvrir. Non seulement tu as des personnalités différentes à chaque couple, hein, mais tu as aussi des cultures différentes. Cette Et année, j'ai fait un mariage franco-croate, j'en ai fait c'est ça. un franco-indien, enfin suisse-indien. L'année prochaine, j'en ai un franco-musulman. Enfin, c'est différent à chaque fois. Il faut s'adapter. Et il faut, oui, c'est ça, il faut s'adapter à chaque fois et découvrir. Moi, ça me fait découvrir des nouveaux trucs à chaque fois. Et c'est génial. Donc, d'ici 2 ans, que des mariages interculturels, ou en tout cas la majorité en mariage interculturel, et sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, où tu te Ouais, ouais. verrais plus loin? ou- Alors, pour le moment, moi, je suis un peu attachée à ma région quand même, donc on verra. Il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup développer, c'est le mariage à la montagne en hiver, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup, mais on a la chance dans la région d'avoir des belles stations de ski et de la neige. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, parce que c'est complètement différent, en fait. C'est des trucs qu'on ne voit pas, et ça aussi, c'est une autre gestion, en fait. C'est pas du tout la même gestion qu'en été, quand il fait chaud. Et C'est finalement, d'autres contraintes. ouais, finalement, pour arriver à développer des mariages toute l'année, c'est quoi? C'est une question de communication sur la faisabilité? Oui, alors après, oui, il y a ça, mais il y a aussi le fait que dans les mentalités, le mariage, c'est l'été et c'est le week-end. Sauf Ah que oui, tu maintenant, m'avais parlé aussi du week-end. Oui, oui. ouais, c'est ça. C'est que, alors maintenant, avec le Covid et tous les rattrapages qu'il y a eu, les gens commencent à accepter à faire des mariages en semaine, l'été, hein, parce que l'hiver, on en est loin. Et après, les mariages en hiver, euh, c'est c'est dans les mentalités. Enfin, dans les mentalités, un mariage, ça se fait en été, ça se fait pas en hiver. Donc ça, c'est pareil. Il faut montrer que tu as quelque chose de complètement différent, mais que c'est faisable. Et ça, justement, le shooting d'inspiration, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait montrer ça l'hiver? Oui, Enfin, ouais, tout à ouais, fait. c'est ça. D'accord, Mm. ok, super. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Très Ça en bien. fait partie. Bah, écoute, merci Frédéric. 2 dernières questions. Quel conseil, maintenant que tu as presque 2 ans de vécu dans la vie d'entrepreneuse, quel conseil tu te donnerais à ton toi qui était en train de quitter le salarié avec le plan social? Quel conseil tu Ouais. te donnerais? Euh, c'est une très bonne question. Alors, moi, je me suis fait beaucoup aider, donc c'est vrai que, grâce au plan social, j'ai eu de l'aide. Donc, ce serait plutôt aux gens qui se lancent de se faire aider dans faire le business plan, les études de marché, tout ça. Après, à moi, comme j'ai été énormément aidée, euh, en fait, j'ai foncé au début sans entre guillemets trop réfléchir, et c'est pas plus mal en fait. Donc, débrancher le mental, justement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est y aller. Et en fait, vu comment ça s'est passé, je regrette pas du tout de comment ça s'est passé parce que c'est vrai que j'ai pas eu le temps, entre guillemets, de trop réfléchir à ce que je suis en train de faire. J'ai foncé. D'accord. Donc, s'autoriser à se dire, on fait, on verra bien ce que ça donne. Et de Ouais, toute façon, la vie adore l'audace, finalement. ouais, c'est ça. Et quel conseil tu donnerais, si c'est un conseil différent, justement, aux femmes qui nous écoutent et qui sont peut-être encore salariées, mais qui se posent la question de et l'entrepreneuriat, pour moi, est-ce que c'est faisable?
Alors c'est ça, c'est se faire accompagner et questionner. Alors rentrer dans des réseaux justement, alors on fait partie toutes les deux du réseau qui s'appelle Les filles c'est jeudi, où il y a Ouais. des femmes entrepreneurs, mais il y a des porteuses de projets aussi. Et questionner beaucoup sur qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça veut dire être entrepreneur. Ça, c'est beaucoup, beaucoup poser de questions et se renseigner. Et se faire aider après aussi. Et se faire aider aussi. Notamment la formation que tu cites à la CCI, qui, je Oui, pense, est faite par toutes les CCI de France. Donc, quel que soit le je ne suis lieu, en pas plus. sûre. Je suis Non, pas la sûre. Non, profession chef non. d'entreprise, c'est spécifique? Bon, Ah bah, oui, donc, parce que c'est quelqu'un qui idem. a monté ça. C'est quelqu'un qui a monté ça. C'était un prof de l'ESC Clermont, de l'école de D'accord. commerce. Et il a décidé de monter ça. Bon, il y a toute une histoire, hein, mais je ne suis pas sûre que ça existe dans toutes les CCI de France. D'accord. Bah, écoutez, mesdames, si vous nous écoutez, venez dans le Puy-de-Dôme et Oh, l'Auvergne. c'est ça. Vous aurez cette formation et on vous accueillera avec Fred. C'est Super. ça. Fred, par quoi tu veux terminer ta propre interview? Un mantra, une citation, une image, une anecdote, une blague? Ah, alors non, les blagues, non. Parce que j'ai appris à lâcher mes émotions, mais pas encore tout à fait. Je suis encore trop des fois dans le contrôle, donc la blague, je ne suis pas capable. Pourtant, tu rigoles beaucoup, donc C'est ça. ça va y aller, ça va y aller. Non, alors comme la dernière fois, tu m'avais demandé, oui, j'ai deux citations qui sont importantes pour moi. La première, c'est en discutant avec une photographe qui maintenant fait du luxe, qui elle est partie de rien et qui maintenant travaille dans le luxe, mais elle, c'est vraiment le luxe. Et donc ça fait beaucoup marketing digital et c'est vrai, on vend ce que l'on montre. C'est-à-dire, si tu veux attirer, si tu veux tu travailles dans le luxe, il faut montrer des images luxe. Et enfin, voilà, il faut beaucoup contrôler tes images en fonction de ton client cible. Et après, la deuxième, c'est aussi l'image, mais c'est une citation de Coco Chanel qui dit vous n'aurez pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Et ça marche avec des clients, mais ça marche aussi quand tu es en entretien d'embauche, ça marche sur plein de situations que tu te présentes. Quand tu te présentes devant une personne, en 10 secondes, elle a déjà fait une première impression et ces 10 premières secondes sont foutues. Après, c'est très compliqué pour rattraper. Ça arrive, Finalement, hein, mais... ça match aussi avec on vend ce que l'on montre. La Oui, première impression, exactement. c'est déjà Ouais, se vendre soi et on ouais, montre qui on est, aussi. même au-delà de ce qu'on pense montrer, enfin, pas Ouais. des fois, à chaque fois, finalement, c'est ça qu'on garde, quoi. Mm, mm. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Voilà. Frédéric, pour cette interview et pour les deux citations que je garde précieusement. Et je te Merci dis à toi. à très bientôt, Fred. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.